Bonjour Marc. Bonjour. Bon, merci d'être là pour nous décoder les gros problèmes. Il faut être là par temps de tempête et Exactement. pas lâcher la barre. Voilà, donc des impacts assez forts sur les marchés, hein. L'annonce de Donald Trump de la semaine dernière fait qu'on a des fortes baisses sur les marchés financiers, toutes places confondues. On est repassé en territoire négatif depuis le début de l'année pour le CAC 40, pour le Nasdaq, pour le Dow Jones, pour le Nikkei. On a juste l'or qui se porte bien à plus 14% depuis le début de l'année. Alors, est-ce que tu peux revenir sur ces événements qui ont fait que les marchés ont plongé de manière sévère en quelques jours? Alors, il y a plusieurs phénomènes qui sont passionnants. D'abord, ce qu'on vit est passionnant, hein, il faut le dire, hein. Alors, c'est vrai que là, on est un peu dans la tourmente. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de gens qui hurlent avec les loups. Il y a toujours des gens qui ont des idées sur tout. J'entends, je le disais sur BFM, énormément d'âneries, hein. Ça ne veut pas dire qu'on dit des choses intelligentes, mais nous, au moins, on dit quand on ne sait pas. Et il y a beaucoup de gens qui pensent savoir et qui ne savent pas. Alors on est dans une situation qui est très particulière. Et en fait, tout dépend de la façon dont on apprécie, je disais, il faut choisir son Donald Trump. Est-ce que Donald Trump, c'est le Donald Trump qui est totalement irresponsable et incontrôlable? Est-ce que c'est le pragmatique ou est-ce que c'est le dogmatique? Et aujourd'hui, les gens sont tous dans la vision d'un Donald Trump qui serait totalement incontrôlable, qui n'aurait pas vraiment d'idée. Alors peut-être une vague idée de revenir au protectionnisme du 19e siècle. Je ne sais pas d'où c'est sorti cette théorie, sous prétexte qu'il y a un type qui le conseille et qui a lu 2 livres sur le sujet. Et donc on est dans la panique totale. C'est-à-dire que c'est l'hystérie, il est fou, il ne sait pas ce qu'il fait, il est incontrôlable. Bien évidemment, comme surtout en Europe, on a une vision qui est extrêmement négative et il fait tout pour, hein, de lui, eh ben, on a une vision qui est totalement apocalyptique. Donc ça y est, c'était un peu notre titre du webinaire, c'est la fin du monde. Alors, moi, l'attitude que j'ai déjà et que je conseille aux gens qui nous écoutent, c'est de s'extraire du bruit. C'est-à-dire de prendre un tout petit peu de hauteur. D'accord ? Si on prend un tout petit peu de hauteur, moi, je crois, alors, il est peut-être un peu fou, il est sûrement dogmatique, mais il est pragmatique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui suit la bourse plus que n'importe quel autre président. Le S&P, il l'a sur son écran en face de lui, comme un trader. L'argent, il connaît. Les patrons qu'il a autour de lui ont perdu énormément d'argent, il le sait. Les fonds qui l'ont soutenu ont perdu de l'argent, il le sait. Donc aujourd'hui, moi, je me réfère toujours à ce livre qui est sa Bible, hein. C'est pas la mienne, hein, mais c'est la sienne, c'est The Art of the Deal. Et dans The Art of the Deal, il dit une chose qui est très simple. Si je veux obtenir 15% de droits de douane, alors il ne parle pas des droits de douane, mais il donne ça comme il fait un parallèle, il dit je demande 100%. Je demande un chiffre absurde. Alors, je ne sais pas si tu as vu, il y a eu une polémique comme quoi il avait calculé ça avec une règle de 3 digne d'un enfant de primaire. Mais on s'en fout, parce que le chiffre n'a pas d'importance. Il pourrait dire 100%, il pourrait dire 200%. Il rentre dans la négociation. Il rentre dans la négociation de façon, il le dit lui-même, outrancière et outrageuse. C'est-à-dire, je propose un truc totalement absurde, je provoque une panique totale. Alors, il se tire aussi une balle dans le pied, parce que c'est une panique pour les Américains, mais ce n'est pas grave, parce qu'il a une vision à plus long terme. Et derrière, j'essaye d'obtenir quelque chose. Je te prends un exemple très simple. S'il y a quelques mois, on nous avait dit les droits de douane vont être remontés de 15% pour tous les pays. Ça aurait été la panique. Là, il dit les droits de douane vont être remontés de 100%. Et puis quand on va redescendre à 15%, parce qu'on va redescendre à 10 ou 15%, les gens vont dire c'est génial, c'est une super nouvelle, on a des droits de douane de 10 ou 15% au lieu d'avoir 54 ou 70. Donc je pense, la première des choses, c'est de ne pas hurler avec les loups et de prendre un tout petit peu de hauteur. Si on prend un tout petit peu de hauteur, il est dans une manière, c'est sa manière, brutale, de négociation à la dure, avec des gens qui fonctionnent comme lui. D'ailleurs, le dernier bras de fer, parce qu'on va tous se coucher, le dernier bras de fer, ça va être avec la Chine. D'accord ? Pourquoi ? Parce que les deux, ils fonctionnent pareil. Donc, ils ont l'habitude de gueuler en disant « Ah ben, on va vous envahir et puis on va vous couper je sais pas quoi. » Donc, ils fonctionnent pareil, ils se comprennent très bien, ils vont finir potes. Et la Chine a répliqué le lendemain de son annonce pour oui, dire, en disant on ira jusqu'au bout, le pays pourra mourir, mais on se battra pour nos droits de douane. Bon, on est dans la commedia dell'arte, dans le grand guignol, et les deux sont des grands guignols. Sauf que nous, on prend ça au premier degré. Alors, on se retrouve avec une panique. Alors, il faut rajouter, pour les gens qui ne suivent pas les marchés, tu connais ça par cœur, c'est qu'on est dans des marchés où il faut expliquer aux gens qui nous écoutent que 60 à 70% du trading se fait de façon algorithmique. Donc, c'est quoi de façon algorithmique ? C'est-à-dire que c'est des ordinateurs qui fonctionnent indépendamment, sans intervention humaine autre que la programmation, et qui amplifient les hausses et amplifient les baisses. Et donc, on va avoir énormément de volatilité, cet indice de la peur, qui va remonter avant de se stabiliser. Donc, on va avoir des chutes comme on a eu,
On aura des rebonds très puissants, on aura des rechutes. Pourquoi? Parce qu'on est entré dans une phase de plusieurs semaines de négociations. Alors le Japon a déjà dit qu'il se couchait, la Corée du Sud se couche, l'Inde s'est déjà couchée, la Grande-Bretagne se couche, petit à petit. Et le dernier bras de fer, l'Europe évidemment compte pour du beurre, elle va se coucher. Et le dernier bras de fer, ça va être avec la Chine. Mais eux, ils vont s'amuser parce qu'ils adorent ça. Donc eux, c'est leur jeu à eux, laissons-les jouer. D'accord. Donc la crise qu'on vit aujourd'hui, enfin le bras de fer comme tu le dis, fait que les marchés ont baissé. On n'est pas dans une crise financière. On avait eu ce même sujet avec une très forte baisse avec le Covid en 2020. On était passé, je prends le CAC 40, de 6 000 points à 4 000 points en quelques jours. Et après, cycle en V, on est reparti. Là, tu vois les choses comment? On est sur une baisse. Alors, je ne crois pas qu'on soit dans une situation à la Covid. Tu as raison, c'est très intéressant ta question, parce que ce n'est pas du tout une crise financière, évidemment. On est dans un instant de panique, on est dans une hystérie collective. Par contre, je ne pense pas, parce qu'il y a des facteurs qui sont des facteurs qui vont rester. C'est-à-dire qu'on va rebondir. Nous, on est assez rassurés. D'ailleurs, nous qui étions sortis du Nasdaq il y a 3 mois, on vient de re-rentrer. Donc on est rentré à date de valeur lundi soir des derniers jours. Donc j'espère que ça sera au plus bas, mais on peut rebaisser. On n'est pas en train de faire du trading. On est re-rentré, pourquoi? Parce qu'on se dit, bon, le mouvement est exagéré. Quand on va annoncer des droits de douane de 10 ou 15%, tout ça va rebondir gentiment. Maintenant, et c'était pour ça qu'on était au plus bas de notre allocation d'actions, je le rappelle, hein, si on a réussi à protéger autant qu'on a pu nos profils de gestion pilotée, c'est parce qu'on a réduit au maximum notre risque action. Pourquoi? Parce que, on était dans un ralentissement de la croissance économique américaine. Ce qui se passe ne va pas l'arranger. Je ne crois pas à une récession, mais je pense quand même que si tu rajoutes 10 ou 15% de droits de douane sur tous les pays, ça ne va pas favoriser la croissance. C'est pour ça qu'on avait déjà décidé de baisser notre allocation sur les actions en général et les actions américaines en particulier. Évidemment, si tu as 10 ou 15% de droits de douane, ce qu'on va avoir sur l'Europe, sur la Chine, ça va peser sur les économies chinoises et l'économie européenne. Donc, on va être en quasi-récession en Europe. D'accord? Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans un contexte, je ne suis pas en train de dire, attention les gars, là c'est l'opportunité du siècle, c'est les soldes, il faut tout ramasser parce que vous allez faire plus 40. Ce n'est pas ce qu'on dit. On dit arrêtez de paniquer, d'accord? On dit qu'il y a des rééquilibrages à faire, on va en reparler, parce que nous on a notre méthode pour être confronté à ce type de marché, et on dit que derrière on va se stabiliser, mais attention, on est dans un environnement qui, même avant les annonces de droits de douane, n'était pas un environnement favorable. Donc on est dans un environnement 2025, ce n'est pas une année facile. L'Allemagne va peut-être faire sa 3e année de récession consécutive. On va avoir un ralentissement de la croissance en Chine et on va avoir un ralentissement de la croissance aux États-Unis. D'accord. Donc une volatilité qui va rester relativement élevée dans les jours à venir. Absolument. Les semaines à venir, j'ai envie de dire. Dans les semaines à venir. Les taux. On a vu que les taux ont quand même baissé après la chute des marchés financiers des derniers jours. Comment vois-tu l'évolution de ces taux long terme dans les semaines à venir? Alors, si tu veux, je suis toujours dans la même idée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai une anticipation de ralentissement de la croissance mondiale, et quoi qu'il se passe, il ne va pas y avoir 0 droit de douane, il va y avoir 10 ou 15%, ça ne va pas favoriser la croissance mondiale en 2025. En toute logique, ça va favoriser la baisse de l'inflation, sauf peut-être aux États-Unis, parce que les États-Unis, s'ils mettent 10 à 15% de droits de douane, bien évidemment, ils vont avoir un tout petit peu de remontée de l'inflation. Donc nous, ce qu'on pense, on pense toujours la même chose, c'est-à-dire que les taux d'intérêt vont baisser très rapidement en Europe. Alors, modulo le fait qu'on a besoin d'emprunter de plus en plus d'argent et que la dette, notamment en France, est très importante. Mais on va baisser. Aux États-Unis, on va baisser aussi, mais beaucoup plus lentement. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait 4, alors mais malheureusement ou heureusement, Christine Lagarde ne m'écoute pas, mais on souhaiterait qu'il y ait 4 baisses de taux en Europe cette année. On va en avoir 2 probablement. Les marchés anticipent peu de baisses de taux, voire aucune baisse des taux aux États-Unis. Nous, on en anticipe 2. Donc on est dans un cycle de baisse des taux lié à la baisse de l'inflation, lié à la baisse de la croissance. C'est assez clair, avec des degrés de baisse qui vont varier en fonction des zones et en fonction de la politique de droits de douane. D'accord. Donc peut-être une opportunité sur les taux. On avait parlé d'une classe d'actifs la dernière fois ensemble.
la dette privée, le private equity, est-ce que ces classes d'actifs-là sont impactées par cette forte baisse des marchés financiers des jours précédents? J'ai envie de te répondre la même chose que je réponds quand on me dit qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je rentre dans la bourse? Est-ce que je mets des taux? Je dis toujours la même chose. Et c'est ce qu'on dit, c'est notre mot d'ordre, c'est ce que répètent les conseillers de meilleurs taux placement toute la journée. Diversification. Si aujourd'hui, tu as un portefeuille, pour reprendre ce que tu dis, dans lequel tu as des actions cotées, dans lequel tu as des produits taux, allant du fonds euro boosté jusqu'au fonds obligataire à échéance, comme ce qu'on avait meilleur taux horizon 2028, jusqu'au fonds et bientôt 2031, les fonds de dette privés, absolument, comme tu as dit, donc cette famille de taux. Si tu as des actions, si tu as des obligations, des produits taux, si tu as un peu de private equity, si tu as un tout petit peu d'immobilier en pierre-papier, et si tu as du cash sous forme de fonds en euros boostés, mais en fait, tu as, l'insubmersible, c'est-à-dire que tu traverses cette tempête-là. Alors oui, sur un profil équilibré, tu peux te retrouver à moins 2%, ok, moins 2% quand tout s'écroule de 10 à 15%, mais derrière, tu ne coules jamais, tu n'as pas besoin de paniquer, et tu n'es pas en train de te demander en permanence qu'est-ce que je fais? Je liquide toutes les actions, ou je remets des actions, ou je remets plus d'argent dans les produits taux. Donc nous, ce qu'on dit aujourd'hui, si vous aviez... Alors, ce n'est pas du tout pour frimer, c'est parce que c'est basique ce qu'on dit, ce n'est pas très intelligent. Ce qu'on dit, c'est si vous avez un portefeuille diversifié, comme on le fait, nous, dans notre gestion pilotée, c'est fait pour les temps de tempête. C'est-à-dire qu'on est dans une période de volatilité, d'incertitude, de brouillard, pas de panique, mais de brouillard, c'est différent. Avec une visibilité réduite, mais on n'est pas en train de s'effondrer, ce n'est pas la fin du monde. Dans ces marchés-là, la seule réponse qu'on peut avoir, j'entends parler, oui, mais il faut mettre tout ça, tout ici, puis il faut rentrer là, et puis il faut remettre tout sur le Nasdaq, et puis en ressortir de... Comme il y a 3 mois, tout le monde nous disait, moi, quand on est sorti du Nasdaq, les gens nous ont dit, mais je ne comprends pas, les 7 magnifiques, ça peut monter jusqu'au ciel, le Nasdaq, il va monter jusqu'au ciel. Oui, on est peut-être jusqu'au ciel, mais nous, on n'y croit pas, on ne sait pas ce qui monte jusqu'au ciel. Donc nous, on a cette vision, qui est une vision de dire, faites quelque chose de diversifié, et vous serez tout terrain. Alors oui, tu ne vas pas faire 25% quand Apple va faire 25% ou Nvidia va faire 25%. Mais tu ne feras pas aussi moins 25% quand les marchés s'écroulent. Et donc, c'est cette méthode-là, pour moi, après plus de 40 années d'expérience, c'est vraiment la martingale. C'est-à-dire qu'il y a une martingale en matière de placement, c'est la diversification. Pour la forte baisse, les questions qui ont été posées par les clients de meilleur taux placement, c'est est-ce que je vends mon portefeuille? Là, il faut faire le dos rond, c'est ce que tu disais. Voilà. On attend, ça va remonter, il va y avoir encore de la volatilité dans les semaines à venir, mais on ne vend pas son portefeuille de manière précipitée et de manière exagérée. Si on en est à se poser cette question-là, c'est qu'on n'a pas le bon portefeuille. C'est-à-dire que si tu te dis, si tu es en panique parce que le marché a perdu 10 ou 4%, ce que je peux comprendre, ce n'est pas une critique, c'est que tu n'as pas joué la carte de la diversification. En fait, la carte de la diversification te permet de te dire, de ne pas te poser cette question-là. Au contraire, de te dire, tiens, est-ce que ce n'est pas le moment pour en remettre un peu, pour pousser un tout petit peu le curseur? Nous, on est remonté en action Nasdaq, mais on a rajouté 2% d'actions Nasdaq, 2% sur 100% total. D'accord? Et alors qu'on était au plus bas de la partie action. Donc, si on se pose cette question-là, d'abord, la réponse, tu as raison, tu l'as donnée, c'est il ne faut pas paniquer. D'accord? Maintenant, si on se pose cette question-là, il faut en profiter une fois que tout ça a passé pour revoir son allocation, c'est qu'on a un problème d'allocation. D'accord. Est-ce qu'avec cette baisse, quand même, ça peut être une porte d'entrée intéressante avec une stratégie soit de versement programmé, j'ai un contrat d'assurance vie, où je vais avoir un montant que je vais pouvoir investir dans les semaines à venir, régulier, pour lisser mon investissement sur les marchés financiers. Mais la question, là aussi, j'ai envie de te dire que la question ne se pose pas. Tu as raison, le versement programmé, c'est la deuxième martingale de la gestion de patrimoine. C'est-à-dire que ni toi ni moi ne connaissons le plus bas ou le plus haut. Si on le connaissait, on ne serait pas là. Donc, à partir du moment où on est dans une vision qui est la vision que j'ai décrite, diversification, incontournable, le basique. Deuxièmement, le versement programmé, évidemment, parce que le versement programmé te permet de lisser tes points d'entrée sur les marchés ou sur tes produits. Et d'autre part,
je pense que l'intérêt aussi, c'est de l'épargne forcée. C'est-à-dire qu'on est habitué, on vit dans un monde aujourd'hui, on est habitué à payer 10 € par mois pour Netflix, et on a des abonnements à gauche, à droite. Eh bien, faites un abonnement épargne. Et votre abonnement épargne, c'est votre versement programmé. Ok. Tous les indices financiers sont quasiment en territoire négatif depuis le début de l'année. La gestion pilotée, vous avez fait le comité d'investissement de meilleur taux placement a fait une analyse la semaine dernière, un rebalancing de l'allocation, le profil équilibré est en territoire positif malgré les fortes baisses. Ça s'explique, comme tu disais, par une bonne allocation, une bonne diversification de toutes les classes d'actifs. Absolument une bonne diversification et par le fait, voilà, on avait baissé très fortement notre exposition aux actions il y a 3 mois, donc on n'a pas pris la baisse du Nasdaq, on n'avait plus de Nasdaq. Ouais. On a totalement sorti notre Nasdaq il y a 3 mois. Donc ça veut dire que si les marchés continuaient à baisser, on pourrait avoir passé un peu en territoire négatif. Nous, on ne fait pas une gestion à capital garanti. Hein. Oui, on peut très bien baisser de 1 ou 2%. Mais moi, mon objectif, c'est de dire, oui, on peut faire notre objectif sur la gestion équilibrée, le profil équilibré, c'est de faire entre 6 et 8%. L'année dernière, on a pu faire au-dessus, on a fait quasiment 9%. Et derrière, c'est de dire, oui, quand ça baisse et que le monde s'effondre, il ne faut pas qu'on perde de plus de 2 ou 3%. Voilà, c'est ça qu'on essaye de faire. On ne garantit rien, mais on essaye de faire ça. Ça veut dire que dans les contextes actuels, tu peux, sur un profil équilibré, baisser de 1,5%, de 2%. C'est dans le jeu, 2% quand tout s'écroule, c'est pas mal. Mais par contre, pour un potentiel de 6 à 8%, c'est ça, le jeu, c'est un rapport de 1 à 4 entre le gain potentiel et le risque potentiel. Donc les fortes baisses négatives qu'on a vécues sur les marchés américains, comme on n'était pas exposé, on ne les aura pas au niveau de la gestion pilotée, ce qui permet de déléguer la gestion. On les a, mais de façon amortie. On les a parce que on était en territoire très largement positif depuis le début de l'année. On a perdu une partie de notre avance, mais on reste dans des territoires qui sont proches de zéro. Et pourquoi ? Parce qu'on a baissé notre exposition et on a augmenté notre exposition au marché de taux d'intérêt. Et puis je rappelle quand même qu'on a fait un gros pari qui est le pari de la baisse du pétrole. On a sorti tout notre compartiment matières premières. Bon, tu as vu ce qu'a fait le pétrole. Oui, moins 14%. Moins 14%. Et je pense que c'est que le début. Alors on va rebondir peut-être un peu d'un point de vue technique. Mais nous, notre anticipation, c'est un pétrole à $50 et derrière un pétrole à $30. D'accord, très très bas. L'or, si on peut faire une aparté, c'est vrai que l'or s'est bien apprécié. Toujours la même chose. Dès qu'on est dans une zone d'incertitude, on l'a dit ensemble. C'est la valeur refuge. Et on a toujours dit, depuis des mois, les gens nous ont dit, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On te l'a demandé à toi, et on a toujours dit, toi et moi, la même chose, anxiolytique, financier. Et c'est très bien, tu vois, les gens qui ont de l'or aujourd'hui, ils dorment un petit peu tranquilles, ils perdent surtout, et puis ils ont cet or qui les rassure un peu. Si ça les rassure, si ça les empêche si ça leur permet de mieux dormir la nuit, gardez-en, on l'a toujours dit, jusqu'à 2 à 3% de votre portefeuille. Pas plus, parce que l'or, je veux dire, là aussi, il ne faut pas que les gens pensent. J'entends partout maintenant que l'or ne peut que monter. Quand j'entends partout que l'or ne peut que monter, moi, il y a une lumière rouge qui s'allume. D'accord ? C'est comme quand on m'explique, tel actif, ça ne peut pas baisser. Nvidia, ça ne peut pas baisser. Apple, ça ne baissera jamais. Le Nasdaq, ça va... Combien de fois je l'ai entendu, cela ? Moi, quand j'entends l'or ne peut pas baisser parce que les banques centrales en achètent, parce que c'est une valeur refuge, je me dis peut-être, prudence. Par contre, si ça vous permet de dormir, allez-y. Ouais. Le Bitcoin permet de dormir aussi. Il y a eu une baisse aussi du Bitcoin assez forte. Donc voilà, je vais pas aborder le sujet. Je sais quelle est ta position sur le Bitcoin. Ok, merci Marc pour ce décodage par rapport à cette actualité. Voilà, et j'ai envie de dire, tant de tempêtes, tant calme, on aura toujours, j'ai envie de te dire que le discours que j'ai aujourd'hui, je l'avais il y a 3 mois, c'est-à-dire diversification, ne pas hurler avec les loups, prendre un tout petit peu de recul. Et si on est diversifié, on lisse son risque. Voilà. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que toutes les classes d'actifs sont accessibles. Oui. À la fois, en particulier, on n'est plus obligé d'avoir des gros montants d'investissement. D'abord, il y a quand même une différence totale avec il y a 3-4 ans où notre job était très difficile. C'est que d'un côté, tu as la classe d'actifs taux d'intérêt qui représente aujourd'hui quasiment 40% de nos encours, qui n'existaient pas puisque les taux étaient négatifs. Ouais. Coup de chance énorme, c'est fantastique. Et puis de l'autre côté, tu as des produits, comme tu dis, la dette privée de Blackstone. Mais j'aurais jamais imaginé qu'un jour, un meilleur taux placement puisse distribuer
du Blackstone. C'est-à-dire qu'on parle d'une des plus belles boîtes au monde et on le rend accessible à des gens dans leur assurance vie et leur PER. Du private equity. Il fallait mettre 10 millions, puis 1 million pour accéder au private equity. Nous, les gens peuvent l'avoir avec leur gestion pilotée ou en gestion libre dans leur contrat d'assurance vie ou en PER. Donc, jamais la période n'a été aussi... C'est paradoxal, tu vas me dire, parce que les gens nous écoutent, ils vont dire, le type est fou. Mais jamais la période n'a été aussi favorable pour avoir une gestion diversifiée. Et je précise quand même pour finir que la gestion pilotée est accessible chez Spirica, est accessible chez Generali, effectivement avec de la dette privée de Blackstone, de façon à pouvoir assurer du rendement sur la durée. Merci à vous et à bientôt.